2021, 16 janvier 2025, 24 ans jour pour jour que Mouzé Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, a été assassiné en son lieu de travail. Plusieurs hommages lui ont été rendus ce jeudi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notamment par un culte d'action de grâce à la cathédrale du Centenaire, puis le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée de celui qu'on appelle héros national. Plus de détails dans ce journal. Et puis transfert de chimpanzés du Sud Kivu à Kinshasa par l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN. La société civile de cette partie du pays soupçonne une opération irrégulière. Et à l'international, 4e mondial des régions exportatrices de bananes, l'Afrique, au travers de ses principaux pays exportateurs, rencontre des difficultés afin de maintenir la stabilité de performance. C'est la grande émission du journal télévisé en ce jeudi 16 janvier 2025. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit tantôt, à l'occasion de la célébration du 24e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, une cérémonie de recueillement a été organisée au mausolée de l'illustre disparu. Quelques membres de famille, des hommes politiques ainsi que la population ont fait le déplacement pour lui rendre hommage. Damani Mujinga et Eli Kabea étaient sur place. Ce 16 janvier 2025 marque le 24e anniversaire de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. À Kinshasa, plus précisément au mausolée du 3e président de la République de la RDC, enfants, jeunes et vieux ont fait le déplacement afin de rendre hommage à Laurent Désiré Kabila, dont le nom continue à résonner génération après génération. La cérémonie de recueillement au mausolée a connu la présence des membres de famille de Laurent Désiré Kabila et plus particulièrement d'Olive Lembe Kabila, l'épouse du président honoraire Joseph Kabila. Olive Lembe Kabila a mis un accent sur la libération du peuple congolais ainsi que la démocratie en RDC. La libération du peuple congolais se fera par lui-même. Il faut se battre pour que la démocratie subsiste. Puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons. D'autres événements pour se souvenir de la mémoire du feu Laurent Désiré Kabila ont aussi été organisés au courant de la journée, notamment un culte d'action de grâce à la cathédrale du Centenaire protestant, ainsi qu'une journée porte ouverte au Palais de Marbre, le lieu où il fut assassiné. Que retiennent le Congolais de la personne de Mouzé Laurent Désiré Kabila et quel héritage a-t-il laissé aux générations futures? Suivez dans cet élément les avis des uns et des autres au micro de Damani Mujinga et Eli Kabea. Sacrifié toute sa vie au service du Congo, et voilà, il a été proclamé héros national, c'est quelque chose qu'il mérite. Et voilà, je suis venu me rendre. Laurent Désiré Kabila n'a pas mené sa lutte, sa longue lutte dans les années 60, pas au Katanga, chez lui, il est allé mener ça au Sud Kivu, dans le territoire des villes, pour montrer à quel point c'était un vrai nationaliste. Chaque année, nous commémorons l'assassinat ignoble de notre leader, de notre maître, qui nous a appris à nous prendre en charge, qui nous a appris à résister contre l'impérialisme, qui nous a appris à comment révolutionner ce pays, qui nous a appris le pardon, parce que quand il est arrivé ici, il a fait une révolution pardon, il n'a pas voulu tuer qui que ce soit. Ce qui est plus marquant pour moi, c'est la monnaie nationale. Beaucoup de gens ne savent pas que les francs congolais que nous avons, c'est l'œuvre de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et il avait voulu que ça soit imprégné dans le cœur de tout le monde et jusqu'à aujourd'hui, on l'a. Vous voyez? À part le fait qu'il ait été le soldat du peuple, un soldat c'est celui qui protège sa patrie. Il nous a appris aussi l'amour de la patrie. Donc nous on l'appelait soldat parce qu'il faisait la sécurité du pays. Laurent Désiré Kabila c'était un nationaliste qui a lutté. Lui a utilisé la lutte armée. Il ne faut pas parler en termes d'autorité, il faut parler en termes de pays. Parce qu'il y a les acquis sont là. Les acquis sont là. Les acquis sont là parce que quand il est arrivé, avec lui, la démocratie est revenue dans un processus lent, mais quand même qui a abouti
par le canal de Kabila fils aux élections. C'est lui qui a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, les élections continuent. Peu importe la manière dont ça se présente, mais au moins on les appelle élections. Donc les acquis, ça c'est l'acquis fondamental sur lequel tous nous appuyons. Pour le reste des détails, ce n'est pas le problème. Le problème c'est que le pouvoir est revenu entre les mains du peuple congolais. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La date du 7 janvier, c'est une date inoubliable. Les ennemis extérieurs et intérieurs ont assassiné notre héros, le soldat du peuple, Musée Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge. Ne jamais trahir le Congo. Et cette phrase, ne jamais trahir, ce mot-là, ne vient pas de Musée, vient du haut Patrice Emery Lumumba. 24 ans se sont écroulés depuis l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, troisième président du pays depuis l'indépendance. C'était le 16 janvier 2001 à Kinshasa, la capitale congolaise. Soldat du peuple, comme le Congolais l'appelait, élevé au rang de héros national, commémoré le président Laurent Désiré Kabila. C'est se souvenir de slogans de son combat pour le bien-être du Congolais, dont celui très célèbre « Ne jamais trahir le Congo ». Le récit dans cet élément. Du Congo commémore par devoir de mémoire les 24 ans de l'assassinat de son troisième président tué par un garde du corps le 16 janvier 2001 dans sa résidence au Palais de Marbre situé au quartier Binza à Kinshasa. Investi président de la République le 29 mai 1997, Laurent Désiré Kabila maîtrisait les méandres des visées géostratégiques des pays voisins de la RDC en dépit de leur prétendu appui à la libération. Dans les années 60-80, Musée Kabila avait conduit les maquis des fusils contre le régime Mobutu. Entre déboires militaires, exil, espérance et résilience, Laurent Désiré Kabila avait réussi au bout de plus de 30 ans de lutte à prendre les rênes du pouvoir d'État sous la casquette de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL, un mouvement créé en 1996 et appuyé par le Rwanda et l'Ouganda. Son idéal révolutionnaire lumumbiste sera mis en rude preuve au lendemain de sa victoire sur la dictature de Mobutu en mai 1997. Surpris par des agendas cachés de ses accompagnateurs, il leur tourna le dos. Par la suite, le pays vivra la Seconde Guerre dès août 1998 avec la complicité de certains Congolais passés sous les girons de Paul Kagame et Yoweri Museveni. Pris en étau dans une guerre de guérilla régionale complexe, le musée avait néanmoins su son idéal de combat à ses compatriotes avant d'être emporté par les forces du mal. Une de ses phrases, considérée comme le testament légué à la postérité, et ses mots d'ordre clé, ne jamais trahir le Congo, pour réveiller la conscience collective de Congolais face aux velléités expansionnistes développées des décennies durant par leurs voisins de la région. Le 24e anniversaire de la disparition tragique de Laurent Désiré Kabila intervient au moment où deux Congolais, fils du pays à la solde de l'agresseur rwandais, le même et de sa soldatesque, mettent à feu et à sang de localités congolaises dans la province du Nord et Sud Kivu. Beaucoup de jeunes Congolais drainés vers des camps d'instruction du M23 AFC foulent aux pieds présentement le mot d'ordre de Musée, ne jamais trahir le Congo. Dans son meeting de campagne prononcé en décembre 2023 à Lubumbashi, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, avait expliqué que sa mission est de réveiller le peuple congolais et de mettre en pratique le sermon de Laurent Désiré Kabila. 10 ans après sa tragique disparition en 2023, la Cour militaire condamnera une vingtaine de personnes à mort pour négligence dans la protection du président, mais leur peine sera commuée en une condamnation à la prison à vie. Laurent Désiré Kabila était né le 27 novembre 1939 à Jadoville, actuelle Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Il est originaire du territoire de Manono dans les Tanganyika, entité du sud-est de la République. Musée est entré en rébellion contre le gouvernement de Léopoldville, actuellement Kinshasa, pour venger le premier ministre Lumumba, assassiné par ses ennemis congolais sous la supervision de la Belgique. Avant de boucler le dossier consacré à Musée Laurent Désiré Kabila, nous recevons sur ce plateau un intervenant. Il s'agit de Patrick Lunga, journaliste à Géopolis Forum. Patrick Lunga, bonsoir.
Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors, nous parlons du 24e anniversaire de la mort de Mouzé Laurent-Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo. Dites-nous un tout petit peu quelle était ou quelle est jusqu'à ce jour l'influence de Mouzé Laurent-Désiré Kabila par rapport à la génération actuelle et même la génération d'avant, tant sur le plan idéologique, politique et autres. Voilà, quand je parle de l'influence, comme est votre question, je pense d'abord à une sorte d'héritage qu'il a laissé. D'abord, il y a ce que moi particulièrement, j'appelle la cohérence de la souveraineté, parce que là, je ne parle pas idéologie, je ne parle pas politique, je parle économie et finance, parce qu'il faut se rappeler que lorsque Mouzé Kabila, à l'époque, on l'appelait simplement Laurent-Désiré Kabila, arrive au pouvoir en 1997. Le pays ne consomme pas la même monnaie. La monnaie qui a cours, par exemple, dans le Kasaï, dans une grande partie du centre du pays, une très très grande partie, c'est le Zaïre. Le Zaïre, on pouvait avoir des billets de 1 million de Zaïre, mais du côté de ouest et puis nord-ouest et puis le reste, Kinshasa et le reste, on consommait déjà le nouveau Zaïre. Et donc, l'héritage, qui est une sorte de cohérence, souveraineté cohérente, c'était le franc congolais, qui unissait jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait une grande ville qui consomme autre monnaie que le franc congolais, à part peut-être le fait que le dollar a dominé, mais la monnaie qui a cours, officiellement, c'est le franc congolais. Ça, c'est un héritage, bien une influence de M. Laurent-Désiré Kabila. Il y a d'ailleurs eu une chanson qui ne vieillit jamais. Cette chanson qu'on appelle franc congolais, mais la chanson s'appelle Mon Amour. Donc, je pense que c'est un grand héritage, une grande influence. C'est que moi, j'appelle, encore une fois, je le rappelle, la souveraineté cohérente. Alors, au niveau idéologie, je pense que M. Laurent-Désiré Kabila, c'est un leader qui était arrivé avec un petit peu la pensée ou bien l'idéologie Lumumba. Il fallait se battre de manière frontale contre le mal. Et aujourd'hui, je pense que cette influence, on peut la voir dans le chef du président Tshisekedi. Justement. C'est vrai que dans les faits, quand vous voyez Laurent-Désiré Kabila est issu de la branche lumumbiste, Tshisekedi, via son papa Étienne Tshisekedi, est sorti un peu du moboutisme, bien qu'ils se sont opposés, mais avec Laurent-Désiré Kabila, on va dire Étienne Tshisekedi et Laurent-Désiré Kabila, il n'y a jamais eu de rapprochement idéologique en tant que tel. Ça, c'est sur papier. Mais dans les faits, on voit que la lutte de Laurent-Désiré Kabila est mieux incarnée aujourd'hui par le président Tshisekedi, mieux que par exemple ceux qui se déclarent de kabilistes. Donc je pense que c'est une influence. L'influence, peut-être qu'elle ne vient pas directement de Tshisekedi et de Laurent-Désiré Kabila. C'est une lutte héritée depuis Lumumba, les pères fondateurs, pas seulement. Donc, Tshisekedi, aujourd'hui, je pense qu'il continue. Il y a un peu l'influence de Laurent-Désiré Kabila. Vous le savez, donc, aujourd'hui, les enjeux n'ont pas tellement changé par rapport à ce que Laurent-Désiré Kabila a vécu à l'époque. Il y avait ce qu'on appelait... Et la situation actuelle. Voilà, il y avait ce qu'on appelait l'axe du mal. C'est entre guillemets, ou en tant que journaliste avec des réserves, je le dis, l'axe du mal. On désignait le Rwanda, l'Ouganda, à l'époque le Burundi. Aujourd'hui, ce qui a changé un petit peu, c'est que l'Ouganda n'est pas officiellement dans l'axe du mal. Le Rwanda est resté. En tout cas, la situation n'a pas changé. Le Burundi, aujourd'hui, c'est un allié. L'Ouganda, c'est un peu ambigu. Donc, on va dire que le contexte est le même, bien qu'il y a quelques nuances. Aujourd'hui, je pense que l'influence de Laurent-Désiré Kabila, on la voit en tout cas chez le président Tshisekedi. On la voit en tout cas chez le président Tshisekedi. Alors, Patrick Ilunga, Laurent-Désiré Kabila a eu une phrase qui est devenue un peu plus célèbre aujourd'hui, « Ne jamais trahir le Congo ». Peut-on dire qu'actuellement, cette phrase résonne toujours dans le chef de Congolais et même des dirigeants? Oui, parce que quand vous regardez... on va dire la configuration des rebelles aujourd'hui, on voit quelqu'un qui était président de la Commission électorale nationale indépendante et qui est allé, on va dire, se vendre, entre guillemets,
Chez les rebelles. Chez les rebelles ou bien chez l'ennemi rwandais, encore une fois, entre guillemets. On parle là de Paul Kagame, qui est aujourd'hui, qui s'affiche comme un ennemi, hein, en tout cas de la RDC. La phrase qui revient, on se demande comment est-ce que quelqu'un qui a exercé au plus haut niveau peut avoir trahi le Congo à ce point. Voilà. Donc, la phrase qui revient pour s'étonner des actes de Corneille Nangaa, c'est comment il a pu faire pour trahir le Congo. Voilà. Donc, tout le monde rappelle qu'il ne faut jamais trahir le Congo. Je pense que c'est un héritage de M. Laurent Désiré Kabila. Et donc, aujourd'hui, au risque de me répéter, le président Tshisekedi rappelle qu'on ne peut pas trahir le Congo. Il avait d'ailleurs dit lorsqu'il est allé à Lubumbashi pendant la campagne électorale, disant qu'il va poursuivre les combats de Laurent Désiré Kabila. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que quand vous allez dans les manifestations officielles, le pouvoir du président Tshisekedi s'est vraiment opposé ou bien s'est écarté avec le régime Joseph Kabila. Justement. C'est devenu comme deux points, vraiment deux extrêmes. On témoigne d'ailleurs l'absence aujourd'hui du pouvoir. Voilà, mais le président Tshisekedi rappelle chaque fois, bien pas forcément chaque fois, mais quelquefois, la lutte de M. Laurent Désiré Kabila. Justement. Donc, bien qu'il a pris des distances avec Joseph Kabila, mais il est resté attaché à M. Laurent Désiré Kabila. Mais pour finir, peut-être un commentaire qui va englober la première et la deuxième question, à mon avis, c'est que Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il a eu une influence, mais il a commis des erreurs, selon les critiques en tout cas, c'est que il est arrivé au pouvoir 8 ans après la chute du mur de Berlin. Donc le contexte avait changé. Il n'y avait pas les grandes révolutions, bien les grands révolutionnaires comme Che Guevara, Thomas Sankara. C'était une époque un petit peu révolue. Donc il fallait se rendre à l'évidence que le monde était devenu unipolaire, on va dire, c'était les États-Unis ou bien l'OTAN en tout cas, qui avait pris les rênes, en tout cas du monde entier. Donc l'URSS ou bien le côté contrepoids des États-Unis n'existait plus. Donc lui, il a dû faire une mauvaise lecture du contexte géopolitique mondial et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Mais n'empêche, il a le mérite d'avoir lutté de manière frontale contre l'axe du mal. Malheureusement, l'axe du mal continue son combat. Et je pense que le nationalisme qu'il a sémé, en tout cas qu'il a perpétué, le nationalisme de Kasavubu, Lumumba, Joseph Iléo et autres, M. Laurent Désiré Kabila a continué en tout cas, à faire perpétuer ces nationalismes-là qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci à vous Patrick Ilunga d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie Blaise Kouzola. Autre sujet d'actualité, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a reçu en audience la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne, UNGAE, dans son cabinet de travail à Kinshasa. Conduite par l'ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'UNGAE a remis au porte-parole du gouvernement congolais son invitation pour participer à la première édition du Forum Europe-Afrique de la jeunesse du 8 au 11 mai 2025 à Dakar. Ce forum aura comme thème la paix en Afrique. Patience Lokeke. Considéré comme le pont entre l'Europe et l'Afrique, ces forums visent à réunir plus de 200 jeunes leaders, entrepreneurs, membres de la société civile et représentants institutionnels de pays européens et africains. Ces forums aura comme thème la paix en Afrique. Les travaux et ateliers se concentreront sur le thème subsidiaire tels que le média, l'éducation, l'environnement, la parité et l'économie. Cet événement a entre autres comme objectif de faciliter les échanges et le dialogue, promouvoir la compréhension mutuelle, favoriser la coopération et les partenariats, promouvoir un nouveau regard sud-nord, être une force de proposition collective et mettre en lumière les capacités des jeunes. L'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne est une plateforme pour les jeunes européens et africains qui vise à renouer de relations nouvelles entre les deux continents. Notre organisation est une plateforme pour les jeunes européens et africains qui ont pour objectif de renouer des relations nouvelles pour les deux continents, portées sur la paix et l'espoir justement d'un développement durable pour tous.
Dessus, nous avons donc l'organisation de ce forum Europe-Afrique de la jeunesse qui aura lieu à Dakar en début mai. Il portera donc principalement sur la paix, qui est un élément important dans ce monde perturbé par plusieurs conflits de par le monde. Donc c'est l'occasion pour les jeunes européens comme africains et notamment congolais de pouvoir prendre part à une discussion sur les éléments importants qui comptent pour leur avenir, la paix et la sécurité. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a accepté l'invitation et tient à apporter son soutien à l'organisation de ces premiers forums dans les continents africains. On va parler économie et société. Malgré les annonces rassurantes du gouvernement concernant la baisse de prix de produits de première nécessité, le soulagement attendu par les consommateurs tarde à se manifester sur les étals des marchés. Les promesses de régulation restent pour l'instant lettre morte, suscitant mécontentement et frustration tant chez les vendeurs que chez les acheteurs. Gigi Nende. En début de semaine, de nombreux médias ont pour une énième fois annoncé la baisse des prix de certains produits de base. Sur le marché, la réalité contredit cependant cette annonce. Au grand marché, communément appelé Zando, les témoignages des clients se multiplient, faisant état d'une stagnation, voire d'une augmentation des prix sur les étals. Oui, ça dérange parce que vous pouvez être au niveau de centre-ville. Vous avez laissé un produit qui coûte 1000 francs à la cité. Vous arrivez ici au centre-ville, ça coûte 1200, 1300. Avec les transports que vous avez payés, c'est énervant. Et surtout, ces derniers temps, nous venons de passer des fêtes, on a beaucoup dépensé. Et ce que nous gagnons aussi comme revenu, ça dérange un peu notre budget, les calculs. L'annonce répétée de la baisse des prix de certains produits par le gouvernement, alors que c'est le contraire qui se produit sur le marché, commence même à agacer certains vendeurs. Pourquoi? Ça qui a semoulu oyo, et ça la la valeur il y a 38 000 francs congolais. Mais mon collègue l'a commis à 68 000. Les consommateurs et les vendeurs s'interrogent sur la crédibilité des déclarations et des promesses faites concernant la baisse des prix, tandis que la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire. Ils espèrent des engagements solides et des résultats tangibles de la part du gouvernement. Je l'ai dit au sommaire, controverse autour d'un transfert de chimpanzés du Sud Kivu à Kinshasa. L'opération a été pilotée par l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN. Problème, la société civile du Sud Kivu, spécialisée dans les questions environnementales, proteste. Elle soupçonne une opération irrégulière et douteuse. La société civile y est allée fort, mais l'ICCN n'en reste pas là. Il a fait une mise au point refutant les allégations de la société civile. Patrick Yunga. Dans le Sud Kivu, le ton est monté très vite. Quelle est la vérité autour du transfert des 12 chimpanzés du centre de réhabilitation des primates de Lwiro du Sud Kivu à Kinshasa? La société civile du Sud Kivu dénonce, je cite, la complicité de coulage de ressources naturelles et l'irrégularité de la procédure controversée initié par la Direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Josué Aruna, responsable de la société civile spécialisée de questions environnementales au Savoie. Demandons dans l'immédiat la cessation immédiate de toute affaire de récupérer et de transférer ces animaux sauvages à Kinshasa durant ce moment où la population de la province du Sud Kivu se sent encore frustré suite à la problématique d'exploitation minière par les Chinois, alors que les transferts doutés de 12 chimpanzés pris à Lwiro risquent de faire déborder la vase en ce moment fort où le président de la République prône la bonne gouvernance, l'unité nationale et la décentralisation. Nous encourageons la ferme volonté de lutter contre le prédateur de la nature sous toutes ses formes, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône
la RDC pays solution et non pays de destruction. Réponse du berger à la bergère, l'Institut congolais de conservation de la nature pointé du doigt recadre ses pourfendeurs et fait une mise au point. Selon ce recadrage, l'ICCN conduit un programme régalien et régulier spécial de 5 ans, lequel consiste à la collecte des spécimens des différentes espèces qui proviennent des sanctuaires ou encore issus des centres de réhabilitation et parcs animaliers publics et privés selon les statuts reconnus à l'Institut. Ce qui signifie l'approvisionnement de quelques spécimens pilotes qui proviendront à cette étape du sanctuaire de Luiro et d'autres sites de transit, pouvons-nous lire dans la mise au point. La première phase du programme qui porte sur 5 ans concerne à titre pilote les jardins botaniques et zoologiques de Kinshasa et Kisangani. Ces derniers bénéficieront de la réhabilitation et l'innovation des infrastructures animalières, de loisirs et d'éducation environnementale. Dans l'actualité sportive, retenez que le tirage au sort de la 8e édition du championnat d'Afrique de Nations a été effectué ce mercredi 15 janvier par la Confédération africaine de football. La République démocratique du Congo a été placée dans le groupe A aux côtés de l'un des pays hôtes, à savoir le Kenya. Il y a également la Zambie, l'Angola et le Maroc dans un format élargi à 19 nations pour cette édition. Suivez. Africaine de football procédé ce mercredi au tirage au sort du CHAN 2025, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux au Kenyatta International Convention Centre de Nairobi au Kenya. Au lendemain de l'annonce du report du CHAN 2025, initialement prévu en février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, finalement décalé pour le mois d'août, la CAF avait fait appel au Kenyan Magdalene Mariga, à l'Ougandais Hassan Waswa et au Tanzanien Mrisho Ngasa pour effectuer les tirages au sort de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui impliquera 19 sélections locales. Et les anciennes gloires ont eu la main lourde, notamment attirant le groupe A. Celui-ci réservera en effet un choc entre les deux seules nations qui ont remporté le CHAN à 2 reprises. La République démocratique du Congo, sacrée en 2019 et 2016, et les Maroc, victorieux en 2018 et 2020. Ces groupes de 5 équipes comprend aussi le Kenya, l'un des pays hôtes, ainsi que l'Angola et la Zambie, ce qui promet des derbies pour le Congolais et globalement une forte adversité dans ce que beaucoup surnomment déjà le groupe de la mort. Tenant du titre et logé dans le groupe D, le seul à 4 équipes, le Sénégal n'aura pas non plus la partie facile contre le Nigeria de retour après avoir manqué 2 éditions, le Soudan qui possède l'une des meilleures bases locales en Afrique et les Congo quart de finaliste en 2018 et 2020. Le groupe B apparaît comme assez homogène avec l'hôte tanzanien, Madagascar demi-finaliste de la précédente édition et 3 équipes surprises. La Mauritanie qui a éliminé le Mali pour se qualifier, le Burkina Faso qui s'est offert le scalp de la Côte d'Ivoire et la Centrafrique qui a décroché une qualification historique en étant le bourreau du Cameroun. Cette 8e édition marque le début d'une nouvelle ère CHAN. En plus d'une dotation financière du vainqueur révisée à 3,5 millions de dollars, le nouveau trophée du vainqueur arbore un design élégant et contemporain alliant des éléments en or et argent, symbolisant le prestige et l'importance grandissante de ces tournois. Madame, Messieurs, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur Géopolis à Télévision. Maintenant, nous allons quitter la République démocratique du Congo pour la page internationale. International nous amène au Cameroun où la croissance démographique soutenue depuis les années 80 est source des défis pour le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui envisage de mettre sur pied de nombreux projets pour maîtriser l'espace et la population. L'objectif à terme est de moderniser toutes les villes camerounaises à travers la SND 30 et la construction des infrastructures devant soutenir son ambition d'atteindre les statuts de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2035. Gigi Nende.
À l'horizon 2035, 40 millions de Camerounais cohabiteront dans les grandes villes selon les estimations de la Banque africaine de développement. Le défi à relever pour les autorités camerounaises est de garantir à chaque citadin une qualité de vie convenable et les avantages économiques d'une urbanisation maîtrisée. C'est à ce titre que le gouvernement camerounais, depuis 2024, a engagé le projet de développement des villes inclusives et résilientes placé sous la tutelle du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. D'après les estimations et projections démographiques de la révision des perspectives mondiales d'urbanisation des Nations Unies, la population de Yaoundé en 2024 a atteint les 4 600 000 habitants. L'accroissement de la population urbaine camerounaise et le développement des nouveaux foyers d'urbanisation contigus aux anciens centres urbains sont quelques-unes des raisons principales de l'extension des villes. En 2025, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun a reçu une enveloppe de 157 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de ces projets consacrés à l'amélioration de la mobilité urbaine et à la résorption du déficit en logement. L'Afrique se classe au 4e rang mondial de région exportatrice des bananes derrière l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Asie. Leader sur le continent, la Côte d'Ivoire et le Cameroun rencontrent des difficultés pour maintenir les performances stables. Suivez. Ont placé 650 000 tonnes de bananes sur le marché international en 2024. Donc, la contre-performance en 2024 s'explique en grande partie par la chute de l'approvisionnement depuis le Cameroun, deuxième exportateur du continent qui peine à sortir la tête de l'eau. Les expéditions depuis les pays d'Afrique centrale ont en effet enchaîné une deuxième année de recul en s'affichant à 171 000 tonnes, soit 11% de moins que l'année précédente qui avait 192 000 tonnes. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, leader des exportations africaines, a également vu ses performances fléchir. Les expéditions ivoiriennes ont ainsi reculé de 6% pour s'établir à 334 000 tonnes en 2024 après un rebond de 4% enregistré en 2023. Globalement, la régression des exportations en Afrique en 2024 est à inscrire dans un contexte de stagnation du commerce mondial du fruit. Les estimations de la FAO indiquent que les exportations mondiales des bananes se sont contractées de 1% pour s'établir à 19,1 millions de tonnes cette année. Parmi les principaux facteurs de ces ralentissements figurent notamment les conditions météorologiques défavorables ayant affecté la production dans plusieurs pays majeurs d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, place au rappel de principaux titres. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, 24 ans jour pour jour que Mouzé Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, a été assassiné en son lieu de travail. Plusieurs hommages lui ont été rendus ce jeudi à Kinshasa, notamment par un culte d'action de grâce à la cathédrale du Centenaire, puis le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée de celui qu'on appelle héros national. Vous avez eu le détail dans un dossier concocté par la rédaction de Géopolis Télévision. Et puis, transfert de chimpanzés du Sud Kivu à Kinshasa par l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN. La société civile de cette partie du pays soupçonne une opération irrégulière. Une réponse de l'ICCN a été donnée quant à ce. Et à l'international, 4e mondial des régions exportatrices des bananes, l'Afrique, au travers de ses principaux pays exportateurs, rencontre des difficultés afin de maintenir la stabilité des performances. C'est donc la fin complète de cette grande édition du journal télévisé. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision, mais surtout, n'oubliez pas, ne jamais trahir le Congo. Au revoir.